Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de partager avec vous l'expérience de DeepAnswer. D'abord, une petite présentation sur moi et mon entreprise. J'ai fait un doctorat à Grenoble, en France, et puis je suis venue à l'EPFN pour faire une recherche postdoctorale. Et depuis 10 ans, je travaille en développement informatique dans plusieurs startups avant de lancer ma propre startup DeepAnswer. DeepAnswer, c'est une startup basée à Saint-Sulpice, à côté de l'EPFN. Et nous sommes spécialisés en des solutions basées sur l'IA, comme des chatbots IA, notamment pour les communes ou pour les grands événements. Nous développons aussi des produits de moteurs de recherche IA, par exemple pour les données géographiques que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi pour d'autres types de données. Et nous fournissons aussi des solutions IA internes pour les entreprises et les organisations. Oui, voilà. Donc, dans la suite, je vais vous présenter notre expérience dans la conception d'un système de recherche avec des données géographiques. Et pour illustrer, nous allons prendre l'exemple d'un système de recherche des randonnées en Suisse. Donc, dans un système de recherche courant, normalement, il consiste d'une boîte de recherche par mots-clés ou texte intégral, et puis des filtres. Et je pense que vous devriez être assez familier avec les problèmes courants de ce système. D'abord, c'est la recherche par mots-clés ou texte intégral donne soit trop de résultats qui n'est pas pertinent, ou soit aucun résultat. Et on ne reçoit aucun résultat quand on tape un mot de trop, ou on tape un mot qui ne correspond pas à un mot qui est dans le système, même si ça veut dire exactement la même chose. Et donc, enfin, on va mettre très peu de mots-clés. Donc, par exemple, si je veux chercher une randonnée qui est adaptée aux enfants, enfin, je dois taper « enfant » dans la boîte de recherche, et peut-être je vais trouver aussi les randonnées qui sont indiquées comme déconseillées aux enfants. Le deuxième problème, c'est qu'avec les filtres, assez souvent, on ne trouve pas les critères qui nous intéressent parce que ce n'est pas prévu par le système. Troisième problème, c'est que si on essaye de mettre plus de filtres ou des filtres plus sophistiqués, ça devient plus compliqué pour l'utilisateur à utiliser. Mais c'est aussi plus compliqué pour le développeur à concevoir la UI pour que ça soit user-friendly, facile à utiliser et l'utilisateur ne se perd pas dedans. Mais le problème que je pense le plus important de ce système, c'est que ce système ne permet pas d'apprendre sur le besoin de l'utilisateur pour s'améliorer. Parce que la boîte de recherche par mots-clés ou texte intégral ne permet pas à l'utilisateur d'exprimer son intention. Et les filtres, si l'utilisateur utilise un filtre, on sait que c'est utile. Mais s'il y a un filtre qui est manqué, on n'a aucun moyen de savoir. Et donc, si l'utilisateur peut simplement juste décrire ce qu'il cherche en langue naturelle, il aura beaucoup d'avantages. Premier, c'est que la requête sera beaucoup plus expressive et l'intention de l'utilisateur sera claire. Deuxième avantage, c'est que le développeur peut apprendre quels critères sont importants pour les utilisateurs et puis le supporter dans le moteur de recherche. Et l'interface utilisateur restera toujours aussi simple qu'une boîte de saisie textuelle. Et comme le dev n'est pas contraint par le design de la UI, il pourra intégrer beaucoup de filtres et bien plus compliqués côté back-end sans que l'interface utilisateur change. Et donc, comment on peut faire cela? Comment on peut réaliser un tel système de recherche? Alors, l'IA peut nous aider. Donc, d'abord, on peut utiliser l'IA pour analyser la requête de l'utilisateur et pour extraire automatiquement les critères et puis les convertir en des filtres. Et les filtres qui sont non filtrants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les convertir en des filtres, les critères qu'on ne peut pas convertir en des filtres, on peut les utiliser dans une recherche sémantique. C'est une recherche qui peut matcher le sens de la phrase, de la requête, au lieu de matcher juste les mots. Et puis, on peut analyser aussi toutes les requêtes collectées pour comprendre les critères qui sont importants pour les utilisateurs et
comme ça, on peut suggérer de nouveaux filtres pour intégrer dans le système. Et en plus détail, comment on réalise ça avec l'IA. Donc d'abord, pour analyser les requêtes, on va définir d'abord la structure souhaitée de la sortie de l'analyse. Et puis, on va passer aussi la requête avec cette structure à un modèle de langage, un large language model, qui va nous aider à analyser cette requête et sortir le résultat dans une forme structurée selon la structure qu'on a donnée. Donc, par exemple, une requête comme je cherche une randonnée en vallée avec au maximum 600 mètres de dénivelé et moins de 15 km. Le modèle de langage peut nous aider à identifier la région de la randonnée, c'est le vallée. L'élévation maximum, c'est 600 mètres et la distance maximum, c'est 15 km. Et une fois qu'on a tous ces filtres et ces paramètres, c'est très simple de trouver. Pour une requête comme randonnée accessible de Lausanne en moins de 1 heure, on peut aussi utiliser le modèle peut nous aider à identifier que le point de départ pour les transports, c'est Lausanne. Et le temps qu'on veut passer dans le transport maximum, c'est 60 minutes. Et derrière, on peut utiliser un système de routage de transport public pour identifier la zone accessible à partir de Lausanne en au plus 60 minutes par transport public. Et on va limiter la recherche de nos randonnées aux randonnées qui ont un point de départ dans cette zone uniquement. Il y a aussi les requêtes qu'on ne peut pas convertir dans un filtre, ou en tout cas dans un filtre qu'on a prévu. Et cela, on peut utiliser dans une recherche sémantique pour chercher dans les métadonnées comme le nom de la randonnée ou la description des randonnées. Et donc un peu plus de détails sur comment fonctionne une recherche sémantique. Donc, pour faire une recherche sémantique, d'abord, on va découper les documents textuels qu'on a en des petits morceaux de certaine taille, qu'on appelle des chunks. Et chaque chunk sera passé par un modèle d'embedding qui va les convertir dans un vecteur numérique multidimensionnel. Et le modèle d'embedding, c'est un modèle de neurones profond qui peut capturer le son des textes de manière que les textes qui ont un son proche seront convertis dans les vecteurs qui sont aussi proches dans l'espace vectoriel. Et les textes qui ont des sons loin ou même dans sons opposites seront convertis à des vecteurs qui sont loin dans l'espace vectoriel. Et ces vecteurs-là, ils seront stockés dans une base de données spéciale, une base de données vectorielle qui permet de faire la recherche de manière efficace. Et au moment de la requête aussi est convertie par le même modèle d'embedding dans un vecteur. Et on effectue une recherche par similarité dans la base de données pour sortir les vecteurs qui sont le plus proches de la vecteur de la requête. Et comme ça, on peut retrouver quelles sont les randonnées qui sont le plus proches de notre requête. Et pour augmenter la qualité de la recherche, on peut augmenter aussi les textes avec la reconnaissance des entités nommées. Donc, par exemple, pour le texte qu'on a en bas à droite ici, ce modèle peut nous aider à détecter que Frauenkapellen, c'est une place, Wolle, c'est un lac, et Aar, c'est une rivière. Donc, cela permet de matcher une randonnée avec une telle description, avec une requête comme randonnée au bord de l'eau, par exemple. Même si l'eau n'est pas explicitement mentionnée dans la description. Voici une démo de notre moteur de recherche de randonnée, une boîte de saisie de texte et quelques exemples pour encourager l'utilisateur à décrire ce qu'il veut chercher. Par exemple, je cherche une randonnée en vallée, moins de 600 mètres d'élévation, max 15 km. Le moteur analyse la requête
détecte la région, vallée, l'élévation maximum 600 mètres et la distance maximum 15 km, et il cherche selon ces filtres. On peut aussi chercher les randonnées accessibles de Lausanne en moins d'1 heure par exemple. Le moteur détecte le point de départ pour les transports publics, Lausanne, et le temps, 60 minutes. Un système de routing de transport public calcule la zone accessible de Lausanne en 60 minutes. Le moteur de recherche retourne les randonnées qui partent de cette zone seulement. On peut aussi planifier l'aller et le retour pour chaque rando trouvé afin de vérifier que c'est bien réalisable. Pour les critères qui ne correspondent pas à un filtre, le moteur utilise une recherche sémantique dans les descriptions pour retrouver les résultats les plus pertinents. Par exemple, une rando adaptée aux familles avec enfants. On trouve des résultats comme une de ces randonnées familiales qui ne laisse pas l'occasion aux enfants de s'ennuyer, ou randonnée familiale baloise, le sentier des enfants, etc. Oui. Et après, une fois qu'on a collecté suffisamment de données, de requêtes, on peut aussi analyser ces ensembles de requêtes collectées, par exemple en utilisant l'apprentissage non supervisé pour identifier les critères les plus cherchés. Et ces critères les plus cherchés, on peut utiliser pour déterminer les filtres à supporter de plus dans le système. Mais aussi, on peut aussi classifier les données selon certains critères pour faciliter encore la recherche. Et donc, voici les étapes pour concevoir un moteur de recherche NIA. Étape numéro 0, c'est Data Preprocessing. Là, donc, selon le type de données, le travail peut varier. Donc, par exemple, il faut faire un cleaning des données pour que ça devienne propre, utilisable. Et puis, on peut augmenter les données textuelles avec la reconnaissance des entités nommées ou encore peut-être synthétiser certaines données pour faciliter encore plus la recherche sémantique. Et en étape numéro 1, c'est de définir un certain nombre de filtres à supporter. Donc, au début, on n'a pas encore toutes ces informations sur quelles sont les requêtes des utilisateurs. On va commencer avec certains filtres common sense. Et puis, on va implémenter le système avec au front-end une boîte de saisie de texte et puis un retour d'affichage de résultats d'analyse. Et côté back-end, on va intégrer la liste des requêtes en utilisant un LLM pour pouvoir détecter les filtres et les paramètres. Et puis, on applique une recherche par filtre. Et après, on va appliquer aussi la recherche sémantique, si applicable, pour mieux ordonner les résultats qu'on trouve. Étape numéro 3, c'est de déployer l'application et collecter les requêtes. C'est très important de collecter les requêtes. Et étape numéro 4, c'est quand on a collecté suffisamment de données, les requêtes utilisateurs, on va faire une analyse des données collectées selon ce qu'on a expliqué dans le slide précédent, afin de définir les critères importants pour les utilisateurs. Et il faut souligner que le processus est itératif. C'est-à-dire que voilà, de étape 4, on va retourner à étape 1, on va améliorer le système, comme ça, et puis on collecte encore les requêtes d'utilisateurs, et puis on fait encore analyse, et comme ça, on va améliorer en continu le moteur de recherche. Et étape numéro 5, on peut aussi utiliser les données collectées pour améliorer encore davantage le fonctionnement de notre système. En premier, c'est qu'on peut utiliser ces données pour améliorer les prompts, pour que notre LLM peut gérer des requêtes encore plus compliquées, plus variées. Et on peut aussi utiliser ces données pour fine-tuner les modèles embedding pour que ça fonctionne encore mieux, la recherche sémantique. Et aussi une troisième possibilité, c'est aussi d'utiliser ces requêtes pour fine-tuner un modèle LLM même, pour mieux analyser les requêtes
Parce qu'un modèle plus petit, mais qui est fine-tuné sur des données spécifiques, peut fonctionner encore meilleur qu'un grand modèle qui est générique. Et les choix des modèles IA sont très très importants parce que ça détermine la qualité du moteur de recherche, mais aussi l'évolution du moteur de recherche. Donc, nous appuyons sur les principes. On choisit toujours les modèles petits, performants et open. En parlant des modèles open, donc, il y a des modèles open source. Il y a aussi des modèles qui ne sont pas totalement open source, mais open weight, c'est-à-dire on peut télécharger tous les points et on peut le déployer. Et donc ces modèles open assurent une transparence. C'est au niveau de comment fonctionne le modèle, mais aussi sur son impact environnemental. Et quand on choisit les modèles petits, d'abord, ils sont plus rapides, ils sont moins coûteux, donc économiques, mais ils sont aussi écologiques parce que ça consomme moins. Et le choix de modèles open source et les modèles petits nous permettent aussi de déployer ces modèles sur des infrastructures locales dans le cas nécessaire, où on a besoin d'assurer une souveraineté de données, par exemple. Où ça nous permet aussi d'éviter des risques éventuels de vendor locking. Et nous recommandons aussi de privilégier un modèle spécifique à un modèle générique, parce qu'un modèle spécifique, normalement, sont plus petits et plus performants qu'un modèle générique pour un tas spécifique, mais aussi pour le fine-tuning, c'est plus facile, moins coûteux et plus efficace de fine-tuner un modèle petit spécifique avec les données, notre donnée, que de fine-tuner un grand modèle générique. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Ang, pour cette belle présentation. Donc, vous avez compris, vous n'avez plus d'excuses pour aller randonner ce week-end, où il y a toutes les solutions qui sont ici. On attendra juste le beau temps de météo. Et on peut même savoir comment on peut aller en transport public et retourner avec tout le calcul de temps. Passer dans le transport public, le temps de rando et le temps de retour. On a tout qui est prêt. Magnifique. Je passe vite tes slides d'attribution pour venir directement aux questions. J'en profite juste, on va prendre quelques questions là, puis je vois qu'on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions, on pourra faire revenir Nicolas et Corentin, mais on va déjà se concentrer sur les questions pour Ang. Donc première question, est-ce que l'IA préfère mentir sur une requête farfelue plutôt que de dire qu'elle ne sait pas, comme sur ChatGPT? Est-ce différent pour une IA faite maison? Oui, c'est vrai que les IA, comme c'est les modèles qui génèrent, qui devinent et qui génèrent le prochain mot, ou même plus petit, c'est les prochains tokens. Et donc, c'est quand il ne sait pas, il essaie quand même de générer quelque chose. Et c'est vrai qu'on voit cette tendance de l'IA qui monte quand il ne sait pas. Mais ça dépend beaucoup de modèles. Il y a des modèles plus fiables. OpenAI, les derniers modèles d'OpenAI, c'est vrai qu'ils sont très flatteurs. Ils disent toujours que c'est super votre question. Ils essaient toujours de vous inventer quelque chose. C'est très très long. Des fois avec peu de contenu, mais il y a des modèles open weight. Par exemple, les modèles développés par Mistral AI, c'est une boîte française basée à Paris qui ont des modèles assez petits, très performants et qui sont bien fiables, qui montent beaucoup moins. Je ne peux pas dire à 0%, mais bien moins. Les IA n'ont pas encore le nez comme Pinocchio pour voir un si peu plus court. Après, voilà, on peut aussi, de manière qu'on le prompte aussi, on peut aussi le dire que voilà, si tu ne sais pas, il faut dire non plutôt que de le prompter toujours, de répondre quelque chose. Mais les données, la manière qu'ils sont entraînés, c'est très important et il faut bien évaluer les modèles qu'on utilise. Après, j'ai l'impression dans ton cas d'application, comme on est sur une recherche,
Derrière, il y a tout l'algorithme de recherche des randonnées qui va contraindre, donc on est moins sensible à ce type de mensonge. Oui, donc ici, surtout quand on utilise le NNM pour analyser comme ça, c'est en fait, on définit une structure très très précise. Et donc, normalement, il ne va pas vraiment inventer les données. Donc, par exemple, s'il voit que dénivelé c'est 600 mètres, il ne va jamais inventer que c'est 700 mètres ou plus. Et après, on peut aussi avoir certaines étapes de validation de ce qu'il génère. Et puis, on voit là le NNM ici. Il fait vraiment le travail qu'on ne peut pas réaliser avant son NNM parce qu'on n'a pas la compréhension de la requête, mais après, il y a beaucoup de travail développeur humain pour que vraiment tout le système fonctionne. Question suivante, d'où proviennent les données vectorielles des randonnées? Suisse Topo, site internet ou autre? Elle a sauté. D'où proviennent les données vectorielles des randonnées? Donc d'abord les données... Non, c'était une autre. Ouais. Les données vectorielles ici, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire que les vecteurs qu'on utilise pour faire la recherche sémantique ou c'est les données vectorielles? Qu'est-ce qu'il y a dans la base de données quand on recherche? Les résultats, ils sont issus d'une base de données. Oui, donc quand la recherche, au niveau de recherche sémantique, on parle de texte. La description des randonnées sont des textes. Hein. On utilise un modèle de embedding pour le convertir en des vecteurs. Et on fait la recherche avec les vecteurs, mais après on retrouve le texte. Donc c'est pas on ne récupère pas cette donnée vectorielle, c'est que on le convertit le texte en des vecteurs. Après, si vous parlez de données vectorielles, des randonnées même, ça voilà. Ça c'est ça, c'est la base de données. Oui, c'est une base de données qu'on a récupérée dans certaines bases de données des randonnées que vous pouvez trouver assez beaucoup en Suisse. D'accord, ouais, c'est des données existantes, préexistantes c'est que des vous avez données utilisées. Ouais. OK. L'utilisateur peut-il suggérer une randonnée non répertoriée pour que le système la rajoute? Alors, ici c'est... c'est pour illustrer un système de recherche, c'est pas de recherche de randonnée, c'est pas encore une application complète où on va prévoir aussi qu'un utilisateur peut créer aussi une randonnée, ajouter là, mais oui, au niveau d'application, oui, j'envisage bien que l'utilisateur peut aussi dire que, par exemple, crée-moi une randonnée qui part du lac de Neuchâtel, par exemple, et avec au plus 20 km de distance et avec maximum 500 mètres de dénivelé ou encore d'autres caractéristiques. Et puis, on peut utiliser l'IA pour sortir ces critères et un autre système de routing, peut-être un peu aider avec certains algorithmes de routing de IA aussi pour pouvoir vraiment générer ces randonnées. Donc ça sera chouette, c'est pas seulement qu'on peut utiliser les randos existants, mais on peut aussi créer les randos. Oui. Vraiment de manière ouverte sur explorer tout le territoire. On a fait déjà certaines expériences avec cela. Oui, il faut encore du temps pour pouvoir le mettre en place parce qu'un tel système peut fonctionner seulement quand il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent pour pouvoir créer une base de données à partir de ces randonnées créées par les utilisateurs. Alors, question suivante, comment prendre en compte des variables plus qualitatives, paysage, ambiance, etc. Ouais. Donc, ça dépend de données qu'on a. Donc, par exemple, pour les cas de randonnée, si on a une base de données des randonnées avec des descriptions très détaillées sur toute la randonnée, ça, on peut utiliser dedans parce que, voilà, si on veut dire que... on veut chercher une randonnée avec belle vue sur la montagne, on peut utiliser la recherche sémantique comme j'ai présenté avant. Après, si on a juste des informations, c'est juste le GPI des randonnées, mais sans des descriptions, ça on peut aussi imaginer que voilà, on peut le réaliser sur une carte et puis on peut faire une capture, une image de la carte pour regarder, voilà, est-ce que c'est plutôt une zone boisée avec la forêt ou des montagnes ou près de lacs, des choses comme ça. Ça, on peut aussi augmenter
les informations qu'on a avec ces reconnaissances.